Alors, bienvenue à cette session qui est Diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, une partie de data écoculture qui est très importante pour nous, eu égard à l'importance que nous accordons à l'inclusion et à la diversité. Et on a la chance d'avoir pu réunir des gens qui en sont des spécialistes très enthousiastes et qui y travaillent quotidiennement. Alors, quelques introductions pour la session avant d'aller au vif du sujet. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec le Data Eco Culture, le hashtag Data Ecoculture. Ensuite, il y a une traduction en simultané. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix, français ou anglais, en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre. La session est enregistrée et sera retransmise. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, vous avez simplement à éteindre votre caméra. Et merci également de fermer vos micros. Ça va être plus facile pour nous tous. Alors, quelle est notre dynamique de cette session-là? On va d'abord faire une présentation, bien sûr, et un tour de table sur la Convention de 2005. Il y aura une discussion par la suite et vous pouvez bien sûr nous envoyer des commentaires si vous le désirez. Je vais maintenant présenter les panélistes qu'on a eu le privilège de les voir accepter ce panel. Alors, nous avons en premier lieu Madame Dominique Drouin, qui est directrice des relations internationales et de l'exportation et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Alors, bienvenue Dominique, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Nous avons aussi M. Michel Sabat, qui est directeur général par intérim, commerce international, patrimoine canadien. Alors, Michel, bienvenue. Madame Véronique Guèvremont, qui est de la chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, Université de Laval. C'est notre spécialiste de cette convention de 2005. On est très fiers de l'accueillir. Monsieur Thibault Grouas, qui est chef de la mission des langues et du numérique de la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Bienvenue, Thibault, avec le décalage horaire, hein, s'entend. Vous nous parlez de la France, là, aujourd'hui. Et puis, Laure Jiquel, qui est au secrétariat de la Coalition française pour la diversité culturelle. Bienvenue à vous, Laure, aussi. Vous êtes en France aussi, je crois. Alors, donc, nous sommes très contents de vous avoir tous avec nous. Alors, d'abord, se rappeler qu'est-ce que c'est cette convention de 2005. J'ai fait un petit peu de devoir et je suis allée voir moi-même, tout en entendant beaucoup parler, parce qu'on y fait souvent référence. Je suis allée voir qu'est-ce que c'était et quels étaient les articles qui m'apparaissaient les plus percutants. Et j'en ai trouvé plusieurs de fort intéressants, mais deux en particulier. Alors, celui qui est l'article 12, qui dit « Promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l'information et la compréhension culturelle et de favoriser la diversité des expressions culturelles. » J'ai considéré que c'était absolument stratégique, donc, et que c'était une information issue de la donnée qui pouvait être très intéressante d'en faire la promotion. Puis aujourd'hui, il faut savoir que l'interprétation du mot « données » dans le cadre de la Convention est un peu plus égoïste de notre part. Alors là, on y va sur la donnée numérique, plus particulièrement, et des statistiques et de tout ce qu'on doit colliger, sachant, grâce à Mme Guèvremont, que la donnée était interprétée au sens beaucoup plus large là, dans le cadre de cette convention. Mais quand même, il y a un article 19 échange, analyse et diffusion de l'information qui, là, ma foi, précise pas mal les choses où on dit que les parties qui sont d'accord avec cette convention s'accordent pour échanger l'information et l'expertise relative à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu'aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion
de celle-ci. Alors, c'est au cœur de l'événement d'aujourd'hui et par le biais de la diversité des expressions culturelles. Alors, nous pensons que nous avons fait le bon choix de pouvoir parler de la Convention de 2005 avec vous. Je vous cède la parole, Madame Guévremont, pour que vous nous en disiez pas mal plus long sur cette Convention de 2005. Je vous remercie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Je remercie les organisateurs de m'avoir invitée, tout particulièrement Synapsé. Oui, donc cette convention, en quelques minutes, comment la résumer? J'aime toujours rappeler peut-être d'abord, bon, un élément fondamental, hein, c'est un traité, c'est un instrument juridique contraignant qui engage donc les États qui en sont partis, dont le Canada et la France. Mais c'est un traité qui a été négocié dans un contexte particulier. Donc, il est utile, je pense, de rappeler aussi, on négocie la Convention de 2003-2005, mais bon, on prépare la réflexion un peu avant, au moment où on se rend compte que dans un contexte d'intégration des économies, donc de conclusion d'accords de libre-échange, que ce soit au niveau multilatéral, bilatéral ou régional, nos politiques culturelles deviennent vulnérables. Elles deviennent vulnérables parce qu'elles peuvent être considérées à certains égards comme étant incompatibles avec certains engagements commerciaux. Et par ailleurs, on réalise aussi que la culture devient un objet de commerce dans ces forums de négociation commerciale. Vous vous souviendrez peut-être, certains d'entre vous, d'un slogan qu'on utilise encore aujourd'hui et qui a permis à certains États de peut-être vouloir attirer l'attention sur le fait que la culture n'est pas une marchandise comme les autres et qu'à ce titre, elle mériterait d'être traitée différemment. Alors, c'est difficile de traiter différemment la culture dans un contexte de négociation commerciale multilatérale. Il y a des États qui veulent que les mêmes règles s'y appliquent. Alors, des États choisissent de se tourner vers l'UNESCO pour élaborer cet instrument juridique contraignant qui poursuit trois grands objectifs. Le premier, c'est de réaffirmer le droit souverain des États de se doter et de mettre en œuvre des politiques culturelles visant à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire, mais aussi à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, il faut entendre territoire comme étant aussi un espace dématérialisé parce que cette convention s'applique à l'environnement numérique et j'y reviendrai dans quelques instants. Un autre objectif, c'est de reconnaître la double nature des biens et des services culturels. Cette reconnaissance passe par l'incorporation de clauses appropriées dans les accords de libre-échange, mais cette reconnaissance passe aussi par la reconnaissance d'un statut particulier au niveau national, dans nos politiques économiques, vis-à-vis de nos industries culturelles. Parce que, pour quelle raison? C'est que la culture est un véhicule d'identité, de valeurs et de sens. Les biens et les services culturels ont cette mission dans une société. Et on pourra en reparler aussi en contexte de pandémie, à quel point cette mission a été fondamentale. Et l'autre aspect de cette convention est le rééquilibrage des échanges culturels, parce que ces échanges, statistiquement parlant, on parlait de données, mais parlons de données qui nous renseignent sur les exportations, les importations de biens culturels, il y a des déséquilibres et on veut que toutes les cultures soient représentées à l'échelle de la planète et encore une fois sur le territoire de chaque État. Alors, cette convention, finalement, reconnaît des droits aux États, le droit de se doter des politiques qu'ils jugent appropriées pour soutenir la diversité des expressions culturelles, mais ça veut aussi dire soutenir ces expressions, ces créateurs, ces producteurs, la manière de distribuer ces expressions culturelles, y compris aujourd'hui dans l'environnement numérique, et aussi de quelle façon rendre ces expressions culturelles accessibles le plus facilement possible au public. Et il y a des obligations aussi, par ailleurs, qui sont créées, des responsabilités qui sont reconnues aux États en matière de protection et de promotion. On pourra rentrer dans les détails un petit peu plus tard. Cette convention, c'est un cadre de suivi aussi. Vous avez parlé un peu plus tôt, Madame de Courcy, de l'échange des données et des statistiques et des bonnes pratiques. C'est un aspect très important de la convention. C'est un forum où on peut justement regarder ce que les autres font, quelles sont les meilleures politiques qui sont mises en place, s'inspirer des bonnes pratiques pour redonner plus de vigueur à nos propres politiques, les renouveler, les moderniser. C'est un aspect important. Et dans ce cadre de suivi, aujourd'hui, entre toute la question du numérique. Alors, il y a quelques années, en 2017, les parties ont précisé la manière de mettre en œuvre cet instrument juridique dans l'environnement numérique. Pourquoi?
pour que ces objectifs, qui sont les mêmes, qui demeurent encore pertinents aujourd'hui, puissent être atteints malgré les transformations, la révolution même que subissent les industries culturelles et aussi directement les créateurs, les artistes, les professionnels de la culture qui doivent trouver aussi un moyen de partager leur œuvre, leur création dans l'environnement numérique. Alors, ces directives datent de 2017 et elles aident d'une certaine façon, elles guident les États vers le renouvellement et l'adaptation de leur politique aux nouveaux enjeux du numérique et je parie qu'on va en reparler aussi dans le cadre de cette conversation. Alors, je m'arrêterai ici pour l'instant et avec plaisir, je reviendrai sur certains aspects là, un peu plus tard. Merci Véronique. Un instrument juridique aussi important et aussi structurant trouve tout son sens quand on peut y faire écho dans des politiques publiques, dans des programmes, dans des façons de faire. Alors, à tous les autres de ce panel, je vais vous demander comment vous interprétez donc ou comment vous actualisez cette convention-là dans vos actions quotidiennes. On peut la compléter, bien sûr, hein, cette convention-là. Alors, simplement m'indiquer ou moi-même, j'irai vous solliciter si vous le voulez bien. Alors, au premier chef, tiens, Dominique, comment vous considérez actualiser cette convention-là à travers les politiques du ministère de la Culture, par exemple? Merci, Mme Descourcy. Merci, Véronique, pour cette belle introduction. Le gouvernement du Québec, en fait, a démontré un engagement de très longue date en faveur de la diversité des expressions culturelles. Qu'on arrive dans l'ère numérique ne change pas l'engagement, au contraire, il le renforce. Il est essentiel pour nous de préserver notre capacité de mettre en œuvre les politiques et les mesures qu'on souhaite adopter pour soutenir le secteur culturel. La mise en œuvre dans l'environnement numérique fait appel en fait à toute la notion de découvrabilité des contenus. Donc, pour nous, c'est une des priorités de pouvoir mettre en place des mesures qui vont favoriser la découvrabilité des contenus locaux, qui constitue d'ailleurs une des principales recommandations des directives opérationnelles sur le numérique. La mission principale du ministère de la Culture et des Communications est de s'assurer du rayonnement culturel de ses créateurs. Donc, en parallèle avec ce que Véronique vient d'évoquer, le fait que les plateformes numériques actuellement deviennent les principaux gardiens d'accès au contenu numérique. Donc, il faut qu'on conserve une intervention directe dans la mise en lumière de nos contenus culturels dans cet environnement-là. Le gouvernement du Québec, à titre d'exemple, pour assurer la découvrabilité effective de nos œuvres dans l'environnement numérique, on a mis sur pied, en fait, avec la France, la mission franco-québécoise sur la découvrabilité des contenus, qui nous ont permis d'identifier une série de mesures et de leviers, en fait, qui vont favoriser la découvrabilité de nos contenus et d'atténuer les effets potentiellement homogénéisants de la culture algorithmique de l'environnement numérique par les grandes plateformes, qui fait que nos contenus ne sont pas aussi facilement trouvables ni visibles. Donc, la stratégie qu'on a développée avec la France a été réfléchie dans une perspective internationale pour nous permettre de mettre en place un cadre d'action exemplaire et novateur qui va pouvoir servir d'inspiration pour les autres ordres de gouvernement et les autres États. Rapidement, ça chevauche un peu parce que comment on applique à votre première question, comment est-ce qu'on interprète la Convention dans nos actions quotidiennes, ça implique plusieurs choses. Un autre élément qui est très important pour le gouvernement du Québec, donc, c'est le maintien de la coopération gouvernementale dans la mise en œuvre de la Convention. Que ce soit par notre politique culturelle, donc la dernière en titre date de 2018, mais aussi par des accords de coopération qu'on a conclus avec une trentaine de gouvernements étrangers qui permettent de faire des appels à projets chaque année, donc 30 à 40 appels à projets, notamment dans l'environnement culturel numérique, avec nos partenaires,
qui nous permettent, en fait, d'assurer la diversité des contenus, les nôtres et les leurs. Ensuite, pour nous, c'est aussi très important de travailler sur la découvrabilité des contenus de façon coordonnée dans les forums, comme l'UNESCO, bien entendu, mais aussi l'OIF et l'OCDE. Très bien. Bien, parlant de l'importance justement de ce travail-là avec la francophonie, l'importance de partager autour de cette diversité culturelle, des expressions culturelles. Thibault, que pensez-vous de tout ça? Écoutez, c'est tout à fait passionnant. Et effectivement, nous avons mené de nombreux projets avec vous, avec le Québec, et notamment sur la découvrabilité. Alors, du côté français, nous, la vision que nous avons est peut-être un petit peu différente, parce que en France, en tout cas, et en Europe, nous avons un certain nombre d'engagements concernant la diversité, des engagements juridiques assez forts, puisque d'une part, en France, dans la Constitution, il est indiqué qu'effectivement, la France doit respecter la diversité culturelle, notamment les langues régionales et minoritaires. Ce principe est repris également dans la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Donc, en termes linguistiques, il y a vraiment des textes juridiques très forts qui encadrent notre action. Donc, au ministère de la Culture, évidemment, la question de la diversité est vraiment prépondérante dans tout ce que nous faisons. Et je dirais en particulier dans le domaine linguistique, puisque je travaille à la délégation générale à la langue française et langue de France. Et dans ce domaine, effectivement, on est très vigilant au maintien de la diversité, que ce soit sur le territoire national, à savoir donc d'observer, de respecter, de sauvegarder l'ensemble du patrimoine donc, le français dans toute sa diversité, bien sûr, mais également des langues régionales, puisque nous avons beaucoup de langues régionales en France, quasiment une centaine, et que dans certaines parties de notre territoire, notamment dans les territoires d'outre-mer, les langues maternelles ne sont pas forcément le français, mais des langues régionales. Donc voilà, ces points-là sont vraiment très importants pour nous. Et par ailleurs, nous nous intéressons également dans un contexte international, avec évidemment un grand nombre de partenaires, dont font partie l'OIF, mais également l'AUF, par exemple, avec qui nous menons de nombreux projets. Là, nous nous intéressons beaucoup à la diversité du français et au maintien effectivement de la diversité des usages de cette langue française à travers le monde, qui peut effectivement être d'une richesse extraordinaire, d'une créativité extraordinaire. Et pour nous, c'est vraiment passionnant. Donc, je vous parlerai après des projets qu'on mène dans ce cadre, mais c'est tout à fait pertinent. Pour en terminer sur cette question relative à la convention de l'UNESCO, je compléterai également sur le fait qu'il y a une autre convention de l'UNESCO qui nous intéresse particulièrement, c'est la convention de 2003 de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, et qui comporte de nombreux engagements également sur les langues, la sauvegarde des langues minoritaires. Et donc voilà, elle est tout autant importante pour nous que celle de 2005 dans le domaine du langage. Bien, merci beaucoup. Et vous, Michel, d'un point de vue canadien, où est-ce qu'on se situe par rapport et comment on interprète cette convention-là et comment on se situe actuellement? Oui, merci. Puis d'ailleurs, merci de l'invitation. Bien évidemment, le Canada aussi, comme le Québec, est un acteur de longue date de la Convention 2005, a été le premier pays à ratifier la Convention. Puis on continue évidemment à accorder une grande importance à la diversité des expressions culturelles. On est très fiers que la Convention ait célébré ses 15 ans en 2020. Donc, je pourrais dire comment on met ça en œuvre là, au jour le jour. Bien, la Convention, elle sous-tend la grande majorité des activités du ministère du patrimoine canadien, que ce soit les programmes qu'on met en place en appui aux arts et à la culture, que ce soit nos mesures législatives et réglementaires. Je pense que la diversité des expressions culturelles est partout dans les activités du ministère et des agences du portefeuille du patrimoine canadien. Qu'on pense par exemple au Conseil des arts du Canada, à Téléfilm et d'autres grandes organisations. Donc, notre objectif, évidemment, c'est de permettre aux Canadiens et Canadiennes de continuer d'avoir accès à du contenu diversifié, surtout à l'ère numérique. Je suis d'accord avec les autres panélistes par rapport à la pertinence de la Convention dans l'ère numérique. Véronique a fait allusion aux directives opérationnelles qui ont été adoptées en 2017. Je pense que c'est un document important qui continue à guider nos actions.
Puis nous aussi, on continue à collaborer avec nos partenaires ici au Canada puis à l'étranger pour continuer à promouvoir des objectifs de promotion et de protection de la diversité des expressions culturelles. Peut-être je vais donner 2 exemples récents. Premièrement, un exemple domestique, le projet de loi C10, qui est présentement au Parlement et qui propose de mettre à jour la loi sur la radiodiffusion pour un peu tenir compte de ces nouveaux acteurs, de ces plateformes en ligne, puis s'assurer que ces nouveaux acteurs-là puissent eux aussi contribuer à soutenir la culture canadienne. Donc, c'est vraiment une initiative importante là, présentement au niveau législatif pour le Canada. Puis à l'international, j'aimerais dire un mot aussi sur le groupe de travail multipartite sur la diversité des contenus en ligne. Je pense que le ministre en a fait allusion lors de son allocution un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, c'est une initiative sur laquelle on travaille avec la France, l'Allemagne, l'Australie et la Finlande, ainsi que des acteurs du secteur privé et de la société civile, pour développer des principes directeurs autour de cette question-là de la diversité des contenus en ligne. Donc, c'est une initiative importante et qui touche à la fois le contenu culturel et le contenu d'information. Puis, je pourrais peut-être fournir plus de détails un peu plus tard dans la discussion. Merci. Bien, merci. Laure, vous êtes de la société civile. Alors, vous n'êtes pas parmi les décideurs ou parmi les gouvernements. Comment vous voyez cette convention-là s'actualiser pour vous comme coalition ou autrement? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, en fait, nous, à la Coalition française pour la diversité culturelle, on s'est constitué en 1995 dans le cadre des négociations sur le GATT et donc de la constitution de l'OMC. Véronique Gavremont a bien donc expliqué le contexte de la Convention de 2005. C'était en effet, le secteur culturel ressentait une certaine pression avec le développement des échanges commerciaux. Et donc, en tant que société civile, on a soutenu très fortement nos États, et notamment pour notre cas la France, à rédiger ce texte et à l'adopter. Et ensuite, on a accompagné ce travail d'adoption et de diffusion de la Convention un peu partout, et via notamment notre réseau international avec la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Donc, la Convention, au quotidien, en fait, elle est un outil de politique culturelle très, très utile. En fait, quand on travaille à discuter avec les décideurs politiques, que ce soit en France, mais surtout aussi à l'échelle de l'Union européenne, car l'Union européenne est très influente en termes de définition de politique culturelle, notamment dans l'environnement numérique, on utilise toujours la Convention de 2005 en appui de nos demandes ou de nos revendications. Parce qu'en fait, grâce à la Convention, la plupart des États de l'Union européenne sont États parties à cette Convention et l'Union européenne en elle-même. Donc, elle doit respecter les principes de la Convention. Or, au quotidien, dans l'action au sein de l'Union européenne, qui reste une union économique avant tout, c'est pas toujours évident de se souvenir de ces principes qui sont importants. Et donc voilà, donc nous, on les utilise à chaque fois. Là, récemment, pas tant que ça, mais en fait, en Europe, donc c'est l'Union européenne qui est chargée de négocier les accords commerciaux. Et donc, dès qu'un nouvel accord commercial est négocié par l'Union européenne avec un pays tiers, que ce soit le Canada, récemment le Royaume-Uni ou autre, on vient rappeler les principes de la Convention pour bien être sûr que les services audiovisuels soient exclus de ces accords. Ensuite, on l'a utilisé encore récemment parce que l'Union européenne a adopté plusieurs directives très importantes visant à promouvoir la diversité culturelle européenne dans l'environnement numérique. Et donc, ces directives, elles ont apporté des mesures plutôt nouvelles pour faire en sorte que les œuvres européennes soient vraiment mises en avant, par exemple dans les catalogues de films en ligne ou autres, mais aussi lorsqu'il s'agit de la rémunération des auteurs et des ayants droit dans l'environnement numérique. Et donc dans ce travail d'argumentation pour faire en sorte que ces textes soient et des mesures ambitieuses, à chaque fois, on s'est appuyé sur la Convention de 2005. Donc pour nous, c'est un outil vraiment très utile. En revanche, on observe que parfois, il reste assez méconnu. C'est pour ça que
nous, on estime qu'en tant que société civile, notre devoir aussi, c'est d'être un appui à certains États parties qui sont particulièrement engagés, et c'est le cas notamment de la France et du Canada. Bien, bien, très bien. Merci, merci beaucoup, Laure. Véronique, quand vous entendez autour je vais dire autour de l'image, puisqu'on n'est pas autour de la table, autour de l'image, quand vous entendez la façon dont on réinterprète ou on s'approprie cette convention-là, est-ce que vous considérez qu'on est pile dans l'esprit, mais qu'on pourrait aller un petit peu plus loin quand même? C'est une bonne question. On peut toujours aller plus loin, hein, on peut toujours faire plus. Mais ce que je constate, c'est à quel point, effectivement, comme Laure le disait, de plus en plus, la société civile, mais aussi des États s'appuient sur la Convention pour justifier, pour expliquer le pourquoi du renouvellement des politiques culturelles, de l'adoption de mesures novatrices. On réfère beaucoup à la Convention en ce moment en ce qui concerne le besoin de protéger, promouvoir la diversité des expressions culturelles en ligne, mais plus spécifiquement, là, Michel Sabat parlait notamment de la loi sur des lois sur la radiodiffusion qui sont en train d'être révisées. Il y a eu beaucoup de consultations et de mémoires qui ont été soumis, qui ont fait référence à la Convention pour justement mettre de l'avant l'importance d'adapter ces lois afin que les acteurs du numérique soient maintenant considérés comme un acteur à part entière là, de l'écosystème culturel. Et c'est un des objectifs de la révision en cours, de faire en sorte que les plateformes soient soumises aux mêmes engagements, au même type de contribution que des acteurs plus traditionnels du domaine de la radiodiffusion ont eu à apporter pour soutenir la création et la production de contenu culturel. Et avant que le Canada s'engage dans ce chantier, comme Laure le disait, l'Union européenne l'a fait avec la révision d'une directive sur les services médias audiovisuels où il est question encore une fois, de permettre aux États de faire contribuer les plateformes au fonds de soutien à la création, aussi d'obliger les plateformes à avoir des contenus locaux à rendre disponibles en fonction des publics qui sont ciblés pour la diffusion de contenu culturel. Et le Canada est engagé sur la même voie en ce moment, en tout cas, poursuit des objectifs similaires. Et je pense que la Convention a été un outil important pour inspirer des recommandations qui ont été faites en ce sens. Et le groupe d'experts, d'ailleurs, qui a produit le rapport qui a précédé l'élaboration d'une proposition de loi, l'urgence d'agir s'intitulait ce rapport. Ils font aussi référence à cette convention pour formuler un certain nombre de recommandations. Alors, c'est vraiment la beauté de l'instrument, c'est-à-dire qu'il devient un appui, un instrument pour légitimer certaines politiques, mesures, réformes pour toujours atteindre les mêmes objectifs, que ce soit dans l'environnement matériel analogique ou dans l'environnement numérique. C'est important d'avoir une diversité de contenu. C'est un enjeu de démocratie, une condition au maintien d'un dialogue entre les cultures. Et on sait, c'est important aujourd'hui d'être exposé à une diversité de contenus, d'opinions pour maintenir une saine démocratie. Et donc, c'est un outil qui est utilisé maintenant, je pense, pour atteindre des objectifs auxquels on ne pensait pas nécessairement au moment où on l'a négocié, c'est-à-dire dans un environnement complètement dématérialisé. Il y a aussi, dans un environnement où, a-t-on dit à une époque, l'État n'a pas vraiment besoin d'intervenir, il faut laisser, c'était à une époque, on parlait d'une liberté presque absolue de cet environnement numérique et en aucun cas qu'il ne fallait restreindre. Mais aujourd'hui, la Convention permet de dire, mais non, les objectifs, il faut aussi qu'ils soient atteints dans cet autre environnement-là, en révisant nos politiques, révisant nos approches pour faire en sorte de maintenir cette diversité des expressions culturelles partout où on pourrait vouloir y avoir accès. Je vais faire un peu de pouce, Véronique, sur ce que vous venez de mentionner, sur tout à coup la prise de conscience de ce caractère qui n'est pas
qui n'est pas géographique, mais qui est très présent. Et sans doute que ça a inspiré ou ça a motivé le gouvernement canadien, Michel, à aller vers d'autres pays pour s'unir et travailler autour de ces questions-là qui sont dans les nuages ou dans le nuage ou les nuages des différents pays. Pouvez-vous nous parler de comment ça vous motive et qu'est-ce que vous entendez des gens que vous interpellez internationalement sur cette question-là? Bien, merci. Oui, bien, on réalise évidemment que ces enjeux-là qui sont vécus au Canada, au Québec, en France, ils dépassent nos frontières. Hein. Ce n'est pas des enjeux qui sont propres au Canada. Évidemment, il y a des particularités au Canada, en France. Bon, le fait qu'on soit un pays où il y a 2 langues officielles, bon, ça vient ajouter une dimension importante, mais quand on regarde partout dans le monde, on vit les mêmes enjeux par rapport au numérique puis à la diversité des expressions culturelles. Donc, je pense que c'est logique pour nous de justement chercher des alliances au niveau des gouvernements. Donc, je mentionnais le groupe de travail multipartite un peu plus tôt où on a approché la France, l'Allemagne, l'Australie et la Finlande. Une partie des raisons pour lesquelles on a approché ces pays-là, bien, d'une part, c'est une longue amitié dans le cadre de la Convention de l'UNESCO elle-même, puis aussi une réalisation que ces pays-là, à leur façon, avaient fait avancer certaines de leurs politiques, certaines de leurs législations en matière de découvrabilité, par exemple, ou de contribution des grandes plateformes. Donc, on voulait apprendre de ces pays-là, puis collaborer avec eux. L'autre façon de voir, c'est que du point de vue des grandes plateformes, il y a énormément de pays qui demandent énormément de changements aux plateformes. Alors, si on peut s'unifier, donc arriver à un consensus un peu plus clair au niveau des pays, puis qu'on arrive avec une vue unifiée par rapport aux plateformes, on a une meilleure chance, je crois, de faire de réels progrès, puis de faire avancer les choses. Maintenant, c'est pas... tous les changements ne peuvent pas arriver de la même façon. Donc, pour nous, il y a clairement des enjeux qui peuvent être réglés de façon réglementaire, législative. Il y a des enjeux qui peuvent être réglés par le biais de programmes. Puis, il y a aussi des enjeux qui peuvent être réglés en collaborant. Puis, c'est cette approche-là qu'on a prise au niveau de la diversité des contenus en ligne. Alors, quelles actions on peut mettre en place de façon concrète pour améliorer la diversité des contenus en ligne? En adoptant une approche collaborative, en travaillant avec le secteur privé, avec d'autres gouvernements et avec la société civile. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille, mais ça vient en complémentarité avec d'autres mesures domestiques et internationales. J'ai envie de vous poser une question avant que nous parlions d'une forme de relance ou d'un milieu du milieu culturel qui a été si durement éprouvé pendant la pandémie. Quand on parle de la diversité des expressions culturelles, est-ce que les questions d'accessibilité à cette diversité-là, ne serait-ce que par les questions techniques, avoir accès au contenu numérique, et accès aussi au niveau des langues, au niveau de la découvrabilité de ces contenus-là, est-ce que c'est intimement relié à vos discussions? Parce que pour le milieu culturel, faire découvrir ce qu'ils font, c'est magnifique, mais encore faut-il que les citoyens et les citoyennes aient soit les moyens de découvrir ou que ce soit découvrable. Et donc, pour parvenir à comprendre et à connaître cette diversité-là. Est-ce que ça fait partie aussi de vos discussions avec les grands que vous avez nommés, Michel, les plateformes, etc. Est-ce que cette dimension-là est proche? Je vous laisse y réfléchir. Je vais demander à Dominique si ça fait partie de vos préoccupations au gouvernement du Québec. Tout à fait. En fait, à questions complexes, réponses multiples. Donc, c'est sûr que les défis qui sont posés par la recherche du maintien de la diversité des expressions culturelles impose en fait une approche qui va être l'apanage de l'ensemble de l'écosystème. Les leviers que j'évoquais tout à l'heure
se répartissent comme en deux grandes catégories. La première, c'est l'adaptation des contenus culturels à l'environnement numérique. Puis la deuxième, c'est vraiment l'adaptation de l'écosystème culturel aux pratiques numériques. Donc, le gouvernement a un rôle à jouer dans cette deuxième série de leviers-là pour encourager, former, outiller les acteurs en vue de stimuler la découvrabilité, mais aussi les consommateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important de le travailler à plusieurs niveaux. J'aurais envie de revenir vers vous, Michel, autour de cette question-là. Votre micro est fermé, Michel. Il va nous revenir un petit peu plus tard, peut-être. Alors, Thibault, qu'en pensez-vous? Il faut ouvrir votre micro. Voilà, excusez-moi. Oui, oui, non, effectivement, pour nous, en fait, cette prise en compte de la diversité, comme je vous l'ai indiqué, elle est essentielle. Je vais vous donner un exemple de projet qui peut-être vous intéressera. Il s'agit du dictionnaire des francophones. C'est un projet que nous avons lancé avec pas mal de partenaires, hein, notamment des partenaires québécois, puisque l'Université de Laval ainsi que l'Office québécois des langues françaises participent et contribuent à ce projet. Donc, l'idée du dictionnaire des francophones, c'est de donner accès à l'ensemble de la diversité, de la richesse de la langue française. C'est dans l'idée de dire que le français que l'on parle chez soi, que l'on soit au Québec, au Bénin, en France ou en Suisse, il a une valeur égale et une valeur extrêmement intéressante qu'il faut mettre en avant. Et donc, sur le dictionnaire des francophones, vous pouvez trouver toutes les expressions et les mots de la langue française employés par les francophones du monde entier dans toute leur diversité, en sachant qu'effectivement, selon les différents pays du monde francophone, vous aurez des expressions totalement différentes et parfois très créatives et amusantes du français. Ça fonctionne sur un principe contributif. Donc, je sais que votre événement s'intéresse beaucoup aux données, nous aussi, puisque tous nos projets sont menés en poursuivant des politiques publiques de données ouvertes, avec des licences le plus ouvertes possible et des réutilisations le plus large possible. Et donc, le dictionnaire des francophones repose sur ces principes-là, à savoir un entrepôt de données qui est donc sous licence ouverte, libre, donc facilement réutilisable, et un entrepôt de données qui est interrogeable, c'est-à-dire qu'on peut directement se connecter dessus et rapatrier sur son site internet des données issues du dictionnaire des francophones. Le fait de la contribution est aussi très important, c'est-à-dire que nous avons souhaité hein, que cet enrichissement du dictionnaire se fasse par les citoyens eux-mêmes, par les Français et les citoyens de langue française dans le monde entier, et donc très facilement. Donc on peut se connecter, créer un compte assez facilement. Et ensuite, la relecture se fait également par des francophones des divers horizons. Hein, vous avez un comité de relecture qui essayait de faire de la modération a posteriori. Donc, on laisse les gens s'exprimer d'abord et puis on corrige ou on modifie effectivement des contributions qui pourraient avoir des petits problèmes. Mais ce comité de relecture est donc francophone. Et donc, il y a des personnes africaines, des personnes du Nord-Amérique, des personnes de France, de Suisse, de Belgique. Et donc, pour assurer vraiment cette diversité de la langue française à travers le dictionnaire des francophones. Donc, aujourd'hui, vous avez à peu près 600 000 définitions. Et c'est un site qui est ouvert à la contribution, bien sûr, donc tout le monde peut l'enrichir. Voilà, donc c'est un beau projet, je vous encourage à aller le découvrir. Et donc, il existe sur un site internet dictionnaire-des-francophones.org et également sur application mobile pour App Store et Android. Donc, voilà, ça c'est un exemple de projet qui illustre notre souhait d'aller vraiment au cœur de la diversité. Et je dirais que par ces temps de pandémie, on a encore plus besoin de ces outils numériques parce qu'effectivement, les gens ont besoin d'un lien, un lien social. Et c'est à travers des projets comme ceux-là qui sont collaboratifs, où on échange les données entre nous et on découvre la richesse des autres, qu'au finalement, on sort un petit peu du quotidien qui n'est pas forcément très amusant, où on va à la rencontre de l'autre sans forcément voyager, puisque c'est difficile en ce moment, pour découvrir et voilà, découvrir l'exotisme du français dans tel ou tel pays. C'est un formidable voyage. C'est intéressant ce que vous mettez de l'avant, un entrepôt de données. Donc Oui. là, il s'agit des données sur la langue, il s'agit de différentes définitions, etc. Donc, pour la question que l'on mettait de l'avant, à savoir, bon, oui, mais accès à la diversité des contenus culturels, est-ce que les entrepôts de données ne sont pas des solutions intéressantes ou en tout cas peuvent être de grands portails de données ouvertes pour nous permettre de comprendre les différentes couches
de découvrabilité potentielle là, de cette diversité culturelle-là. Michel, vous êtes de retour, alors que pensez-vous de cette question, de ces questions-là? Oui, désolé, ma connexion a décroché. Il y a beaucoup d'utilisateurs Pas de souci. du Wi-Fi dans ma maison. Pas de souci. Donc, pour ce qui est de l'accès, oui, ben, on vit dans une période un peu intéressante dans le sens où il y a vraiment une abondance de contenu culturel. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de contenu disponible en théorie, mais comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, les citoyens ont seulement accès à ce contenu-là à travers différents prismes, différentes plateformes qui nous renvoient nos propres préférences, nos propres opinions, nos propres idées, plutôt que de nous ouvrir de façon générale à de nouvelles idées, à nous exposer à du contenu différent, des opinions différentes. Donc, c'est vraiment l'enjeu auquel on essaie de s'attaquer. Donc, l'accès, l'exposition à du contenu différent, puis la découvrabilité. Donc, je pense que ça s'inscrit là-dedans. Tout à fait. Peut-être dire un mot sur les données. Je pense qu'au cours de la dernière année, on a vu l'importance des données pour, disons, nous aider à la prise de décision en appui au secteur culturel et artistique qui a été si durement frappé par la pandémie. On a développé des sondages auprès des récipiendaires du fonds d'urgence qui a été administré par le ministère au cours de la dernière année, ce qui nous a donné vraiment de l'information en temps réel là, sur le secteur, l'impact de la pandémie sur leurs activités, etc. Et donc, puis aussi, on a évidemment le compte satellite de la culture, qui est un produit développé par Statistique Canada, qui nous aide énormément là, à avoir des données courantes en termes de PIB et d'emploi dans le secteur. Donc, c'est des outils extrêmement importants pour nous pour bien orienter nos actions en appui au secteur des arts et de la culture qui est encore extrêmement frappé par la pandémie. Quand vous dites qu'elles sont très utiles, Michel, est-ce que vous dites que ce sont des aides à la décision? Je m'excuse, je n'ai pas entendu la question. Quand vous dites les données sont très utiles, est-ce que vous dites que ce sont des aides à la décision? Oui, absolument. Donc, on veut vraiment que nos appuis financiers aillent aux industries, aux organisations qui en ont le plus besoin, puis que cette aide-là soit adaptée justement aux conditions actuelles là, du marché. Donc c'est vraiment important là, d'avoir cette information-là pour être efficace dans nos interventions. Puis s'assurer qu'on peut aider les secteurs qui sont encore, comme par exemple le secteur des arts de la scène, qui est encore extrêmement affecté par la pandémie, puis aussi aider à la relance pour des secteurs où on voit un certain retour à des niveaux pré-pandémie, comme l'audiovisuel, par exemple, ou les médias interactifs. Donc, on essaie d'adapter. Oui, exactement. Donc, on essaie d'adapter nos interventions un peu à l'état du secteur. C'est donc dire que les données servent. Absolument, oui. OK. Laure, comment vous voyez cette accessibilité-là à la diversité des contenus culturels numériques? Quelles questions vous posez présentement autour de ceci? Alors, pour nous, l'accessibilité, bon, alors bien sûr, c'est très différent lorsqu'on parle d'accessibilité en ligne ou alors accessibilité physique quand la culture est dans des lieux de spectacle. Nous, récemment, on a travaillé sur deux sujets importants qui sont liés à l'accessibilité. Le premier, c'est en fait le gouvernement français a prévu de fermer une chaîne de télévision qui est diffusée par voie tertienne. Et c'est une chaîne qui est destinée aux jeunes, à la jeunesse. Et donc voilà, donc cette chaîne va disparaître et nous, on s'est beaucoup mobilisés pour faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas, car on estime que les jeunes, en tout cas le jeune public, aura plus facilement accès à une diversité d'œuvres présentes sur le service public via la voie tertienne que via une voie numérique,
pour lesquels on observe qu'il y a encore de grosses inégalités. Tout le monde n'est pas équipé de la même manière, tout le monde n'a pas accès au même réseau. Donc voilà, donc pour nous, c'est important l'accessibilité, d'englober tout et pas seulement via le numérique, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore assez opérant. Ensuite, en matière d'accessibilité et de langue, on promeut forcément les langues nationales. En Europe, il y en a 23, je crois, de langues officielles. On promeut, nous, les œuvres en langue française. Ça, pour nous, c'est un prérequis très important parce que, en fait, le fait que les œuvres soient accessibles dans le plus de langues possible, ça permet de soutenir la création locale, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc ça, c'est des éléments très importants. Et on sait que dans l'environnement en ligne, là, on le voit notamment avec la transposition de nos directives, notamment celle sur les services de médias audiovisuels, certains acteurs très importants qui sont présents dans tous les pays européens n'ont pas nécessairement envie d'investir dans des œuvres qui sont dans une langue spécifique. Et ça, nous, on s'y oppose parce que, en fait, après, c'est en cascade, en fait. Voilà, pour nous, c'est important. Plus on soutient localement, plus on est sûr de soutenir du coup une diversité de création qui sera vraiment là, présente, et un système qui va pouvoir durer dans l'avenir. Véronique, est-ce que tout ça fait écho à ce que vous entendez dans l'évolution de ce cadre juridique-là qui est la Convention? Oui, absolument. C'est vraiment au cœur là, des discussions qui ont cours entourant les enjeux du numérique. Il faut savoir que quand on parle de diversité d'expression culturelle et de mise en œuvre de la Convention, on invite les États à travailler sur 4 maillons de la chaîne de valeur: la création, la production, la distribution ou la diffusion, et enfin l'accès. Et là, on parle de découvrabilité. On touche à deux importants, mais en fait, on touche à tous les maillons de la chaîne de valeur parce qu'il n'y a pas de contenu créé, produit. Bon, ça ne vaut pas la peine de travailler sur leur découvrabilité, mais plus spécifiquement sur les deux derniers maillons, distribution, diffusion et accès. Et nous, à la Chaire, nous avons produit une étude sur la découvrabilité il y a 1 année et demie dans le cadre de la mission franco-québécoise sur la découvrabilité, où nous avons statué que la découvrabilité, en fait, amène à travailler sur au moins 4 facettes. Oui, il y a la question de la disponibilité, de faire en sorte que les œuvres soient disponibles sur une plateforme, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout d'avoir un livre dans un catalogue ou une pièce musicale ou un film ou une série. Il faut, dans l'environnement numérique, travailler sur d'autres leviers qui seraient la visibilité, l'accès effectif. L'œuvre peut être disponible, mais comment y accéder effectivement? Parfois, c'est très difficile de trouver certaines œuvres dans des catalogues, et sur la recommandation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parler de la protection et la promotion de la diversité, ça va au-delà que juste prévoir que des œuvres soient accessibles quelque part. Il faut aussi amener les grands acteurs, comme les moyens et les petits, mais chacun à la hauteur de ses moyens, à mettre de l'avant des œuvres qui sont produites localement ou au niveau national. C'est une question de droits fondamentaux. C'est le droit d'accéder à sa propre culture ici qui peut être en jeu, le droit de participer à la vie culturelle, la liberté artistique aussi qui est ici mobilisée. Et la liberté artistique, c'est pas juste la liberté de créer, c'est la liberté aussi d'avoir accès à ce qui est créé chez nous. On peut toujours dire, oui, mais justement, le numérique, c'est la grande beauté de la chose, tout est accessible partout. Mais non, on le sait maintenant aujourd'hui, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des plateformes qui monopolisent l'attention du public à cause de stratégies de mise en marché, de pouvoir au niveau en termes de concurrence. Et tous les joueurs, et surtout les grands, doivent nous permettre d'avoir accès aux contenus culturels qui sont produits localement et nationalement. Et c'est ça, la découvrabilité. C'est un enjeu majeur. Nous, on regarde ce qui se passe un peu pas partout sur la planète, mais dans un très grand nombre de pays. Et c'est la grande préoccupation du moment par rapport à l'environnement numérique, c'est de dire comment faire en sorte que nos publics de chez nous continuent à avoir un accès facile à ce qui est créé, produit et disponible en ligne. Donc, c'est vraiment tout cela est vraiment au cœur des discussions un peu partout au niveau national, mais aussi dans les forums internationaux, que ce soit l'UNESCO. Je sais que la francophonie parle beaucoup de découvrabilité aussi
aussi découvrabilité des œuvres dans une langue ou dans une diversité de langues, découvrabilité d'œuvres aussi de minorités, parce que dans la plupart des sociétés, il y a un rapport majorité-minorité qui est important. Et parfois, les expressions culturelles minoritaires sont plus difficiles à trouver, à y avoir accès, sans oublier les expressions culturelles des peuples autochtones. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans le rapport, l'urgence d'agir, l'importance d'avoir accès à ces œuvres. Il y a une effervescence, là, une créativité extraordinaire et ça prend du soutien de la part des États là, à tous les niveaux pour que des expressions culturelles des minorités puissent aussi là, être facilement accessibles et découvrables en ligne. J'aimerais, le temps passe vite, hein, il nous reste qu'un pauvre petit 10 minutes là, à passer ensemble, mais j'aurais envie de vous demander maintenant, du point de vue du milieu culturel, si je me mets à la place de ce milieu-là qui vous écoute, qui dit, ben, qu'est-ce que je dois retenir de cette conversation-là, de cet entretien-là qu'on a eu. Pour moi, comme organisme culturel, pour moi, comme artiste, pour moi, comme gestionnaire, ce à quoi je dois m'accrocher principalement? Dominique, qu'est-ce que serait ce message-là pour vous? En fait, je pense que nos discussions ont démontré aujourd'hui que, en fait, la mobilisation puis le travail en synergie de l'ensemble des intervenants dans cette question-là est essentiel parce que on en parlait, l'environnement numérique bouge rapidement, ça devient très complexe. Il faut que les chercheurs, les artistes, les gouvernements, tout le monde se mette ensemble pour travailler sur ces questions-là, pour apporter des réponses globales. Et je crois que le maintien des synergies et des relations entre les différents acteurs et les différents États est un autre élément essentiel. Je vous ai perdu, Dominique. Vous avez fermé votre micro par inadvertance. Excusez-moi. Donc, rapidement, en conclusion, la Convention souligne le rôle essentiel de la culture pour le développement durable de nos sociétés. Puis, on doit agir à tous les niveaux. Puis, c'est le maintien de notre vie culturelle sur le territoire envers toutes les portions de la population. C'est ce qui va nous assurer une relance durable, selon moi. D'accord. Michel, que voulez-vous dire au milieu culturel qui est si nombreux là, à nous entendre? Oui, ben, je ne vais pas répéter là, ce que Dominique a dit, puis je suis d'accord avec ça dans le sens où je pense que quand on fait équipe, hein, je pense qu'on a beaucoup plus de chances là, d'arriver au succès. Puis je pense que du côté du gouvernement, ce qu'on essaie de faire, c'est de plus en plus mesurer l'impact de nos activités. Puis pour ça, on est tributaire des données qu'on peut obtenir là, de la part du secteur. Donc, ça, c'est vraiment important là, de garder ce dialogue-là puis de continuer à partager entre nous puis entre vous des données pour qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est ça. Puis aussi, travailler avec le secteur académique puis la société civile parce qu'on peut mettre en place toutes sortes d'initiatives qu'on trouve fantastiques aujourd'hui, mais il faut aussi développer les outils pour s'assurer qu'on atteint nos objectifs en réalité. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on va avoir mis en place différentes mesures, comme par exemple le projet de loi C10 puis d'autres, comment on va savoir qu'on a eu du succès puis qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés? Bien, pour ça, il faut y penser aujourd'hui puis avoir des données dont on a besoin pour justement s'assurer qu'on est en train de faire du progrès réel sur ces enjeux-là. Puis je sais que mesurer la diversité, c'est un grand défi, mais c'est un défi auquel on doit s'attaquer ensemble. J'aime bien votre idée, évidemment. Moi qui dirige une organisation qui vise la mutualisation des données et la mutualisation des connaissances. Je pense en tout cas qu'un des messages clés que vous mettez de l'avant, c'est se mesurer, ça ne fait pas peur, c'est au contraire. Ça permet d'éclairer, ça permet de tracer des chemins. Hein. Ça nous permet, cette information-là nous permet de tracer des chemins.
Laure, quel serait, à votre avis, vous qui êtes de la société civile, ce que vous voulez partager avec le milieu culturel à l'issue de cette discussion-là? Eh bien, de mon point de vue, c'est que en tant qu'acteur de la société civile, déjà chaque organisation, chaque opérateur culturel, chaque artiste est membre de la société civile et qu'il est important de se mobiliser, notamment, je dirais même encore plus en ce moment, parce qu'on est dans un environnement numérique où tout va très vite. La crise a exacerbé les inégalités. Et donc, voilà, et donc il faut se mobiliser, il faut travailler ensemble et comme on l'a démontré avec la Convention, mais il n'y a pas que la Convention, il y a plusieurs outils qui permettent de s'appuyer, sur lesquels on peut s'appuyer voilà, pour porter un message commun. Et voilà. Et vous, Thibault? Oui, je me réjouis des messages qui ont été échangés par mes confrères précédemment, et je pense que la mobilisation, surtout en des temps où on est confiné chez soi pour la plupart, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que cette force créative que nous avons tous, si nous la libérons et nous la canalisons sur des plateformes ou alors je parle pour ma paroisse, sur des entrepôts comme celui du Dictionnaire des francophones, ça permet vraiment de s'ouvrir à la diversité de ce qu'on peut, des façons de penser dans le monde. Et je trouve que c'est un beau message de tolérance et d'ouverture d'esprit qui est important par les temps qui courent. Donc voilà, nous, on encourage vraiment la contribution, toutes les formes de participation, notamment via le numérique, à des projets communs. Je pense que c'est une très belle idée à défendre. Et en tout cas, pour ce qui concerne le langage, c'est vraiment ce qui compte le plus, parce qu'on ne peut pas finalement s'intéresser au langage sans s'intéresser aux gens qui le parlent. Et donc, tout projet dans le domaine du langage doit nécessairement s'appuyer sur la contribution des locuteurs. Merci à vous tous pour cet entretien-là. Je conclurai cet entretien dans les 3 prochaines minutes en vous invitant, ceux qui nous écoutent et même vous qui êtes ces panélistes, à un événement artistique je trouve, qui fait écho à nos propos et qui a lieu aujourd'hui. Dans le cadre de cet événement-là, à 14 heures, c'est une artiste qui est une artiste médiatique canadienne qui travaille entre l'art génératif et la performance en direct. En fait, elle va derrière l'algorithme pour des grandes comme Instagram et elle va voir ce qui se passe en temps direct et créer des influenceurs, mais qui n'ont pas les profils contrôlés des grandes plateformes, ce qui fait écho, à mon avis, à une forme de diversité des expressions que l'on perd à travers le numérique par moment. Alors, il s'agit de Caddy Desbiens des Meules. Alors, ce sera une autre façon, dans le fond, au-delà de nos propos, de concrétiser ce que vous venez de dire. Alors, encore une fois, un grand merci donc de cette mutualisation de vos connaissances pour le bénéfice du milieu culturel. À ceux qui nous écoutent, je vous dis de partagez-nous vos apprentissages. Aujourd'hui, dans le chat, c'est important pour nous. Pour tous, il y aura un sondage qui va être lancé pour mesurer la satisfaction que vous avez eue de cet atelier-là. Et je me permettrai de vous rediriger vers les autres activités. Vous profitez du reste de l'événement. N'hésitez pas à réseauter avec les autres participants ou réserver une consultation dans notre bar à solutions. La prochaine conférence, c'est mobiliser les données sociodémographiques publiques et les prochaines activités sur inscription. C'est naviguer sur le tableau de bord des personas qui ça. Alors, encore une fois, aux panélistes que vous êtes, vraiment, merci Véronique de la générosité du point de vue. Dominique, de la précision autour de ce que pense notre gouvernement du Québec autour de cette question-là très importante
la diversité et de ses programmes. Thibault, on a connu un autre point de vue, comment voir cette diversité-là à travers une action très concrète sur les langues. Michel, merci beaucoup de cette place du Canada d'un point de vue international et du leadership que vous exercez au nom du gouvernement canadien dans ce contexte-là. Et Laure, eh bien, votre vigie est exemplaire hein, avec la coalition. Alors, on va suivre vos travaux de près. Alors, merci à tous et puis bonne continuité dans cet événement-là. Au revoir. Au revoir.